Bonjour et bienvenue dans cette 5e partie bis d'une série consacrée à la mécanique quantique, en tout cas à son introduction. Pourquoi une 5e partie bis? Eh bien parce que dans la 5e partie, j'avais pudiquement laissé de côté la résolution de l'équation de Schrödinger pour un atome d'hydrogène. Cette partie bis y est consacrée. Autant vous dire que ça va être assez calculoïde. Attention, donc j'émets des réserves ici pour ceux qui sont allergiques aux mathématiques. On ne va pas pouvoir s'en passer ici. Maintenant, ce sont quand même des mathématiques assez élémentaires, même si un petit peu pénibles, hein, on ne va pas se le cacher de par la longueur des calculs, mais on ne va pas non plus évoquer des difféomorphismes et autres joyeusetés des mathématiques. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut maîtriser? Il faut savoir dériver une fonction, il faut savoir maîtriser la théorie de séparation des variables, et avec ça, vous pouvez franchement aller jusqu'au bout. Maintenant, il y aura des parties fort calculatoires, il y en aura d'autres où je vais essayer évidemment de donner plutôt la philosophie des résultats. Qu'est-ce qu'on peut dégager des résultats après toute cette heure de calcul que l'on va effectuer? Autre petite information aussi avant de commencer vraiment ces calculs, quel est l'objectif ici de la résolution de l'équation de Schrödinger pour un atome d'hydrogène? Eh bien, tout simplement de confronter les résultats que va donner cette équation par rapport à des modèles atomiques connus, et notamment le modèle atomique de Bohr. Alors, on sait qu'il est obsolète, ce modèle-là, hein, il date de 1913 et l'équation de Schrödinger, c'est 1925. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts entre les deux, mais malgré tout, le modèle atomique de Bohr était basé sur pas mal de postulats ou de choses qui étaient liées à l'expérience. En tout cas, il n'y avait pas grand-chose de théorique qui sous-tendait le modèle. Et donc, on voulait confronter ça à une équation théorique pour savoir ce que ça donnait. Et par rapport à un atome d'hydrogène où nous avons juste un électron, ça peut tout à fait être cohérent. Alors, ce qu'on voulait surtout ici, pourquoi est-ce qu'on voulait considérer l'équation de Schrödinger? Eh bien, tout simplement parce que Niels Bohr avait remarqué, comme d'autres, que le spectre d'émission d'un élément chimique était composé de raies discrètes. Discrètes, voilà le mot magique. Et il sait que la mécanique quantique prévoit un spectre d'énergie qui est discret, pour en tout cas des états stables. Hein. Eh bien, allons-y, confrontons les deux idées. Il y a du discret des deux côtés. Ça sent bon, on va dire. Hein. L'intuition demande qu'on confronte ici l'équation de Schrödinger théorique à finalement des considérations expérimentales ou postulatoires de Niels Bohr. Il faut qu'on confronte ces deux choses-là. Et donc, on va considérer l'équation de Schrödinger. L'équation indépendante du temps. Hein. Rappelez-vous, voilà sa forme pour un système qui évolue dans une dimension d'espace. Et la seule dimension d'espace, ici, c'est x. Donc, on a la fonction d'onde, psi, qui ne dépend que de x, hein, il n'y a pas de dépendance temporelle ici. Il y a le potentiel V, qui ne dépend que de x aussi. Et vous avez vu dans la capsule consacrée à la barrière de potentiel, ou au puits de potentiel, que ce n'était pas si difficile que ça à résoudre. Oui, mais ici, nous sommes dans la vraie vie. Ce qui veut dire que nous jouons avec 3 dimensions spatiales, que je vais dénoter x, y et z. Alors, ça veut dire que mes fonctions, là, que ce soit la fonction d'onde psi ou le potentiel, sont déjà des fonctions de 3 variables. Bon, on a déjà quelques réticences, mais en plus, la dérivée seconde par rapport à x fait place au Laplacien. Et Laplacien, c'est la somme des dérivées secondes par rapport aux 3 coordonnées spatiales. Waouh! Donc ça transforme une équation différentielle en une équation dérivée partielle. C'est déjà pas très sympathique. On sent qu'on va aller vers des difficultés assez inédites. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que
Mais mon potentiel, je le connais, c'est le potentiel de Coulomb. Quand vous avez tout simplement deux charges électriques, et on peut considérer que le proton chargé positivement et l'électron chargé négativement sont ces deux charges-là, quand vous avez ces deux charges électriques-là, il y a un potentiel, le potentiel électrostatique, qui est donné par quoi? Qui est tout simplement donné par ici le produit des deux charges électriques. Donc vous avez le proton qui est chargé positivement avec une charge E. Vous avez l'électron qui est chargé négativement avec une charge moins E. Le produit des deux, ça fait moins E carré. Et vous avez un moins devant le potentiel, donc ça nous donne un E carré. Et puis, vous avez un dénominateur qui est 4pi epsilon 0 R. Bon, 4pi, pas besoin de dire ce que c'est. Epsilon 0, c'est la permittivité diélectrique du vide. Et R, c'est la distance entre vos deux charges électriques. Ici, distance entre l'électron et le proton. Autrement dit, c'est le rayon de l'orbite circulaire du modèle atomique de Bohr. Bon, mais... Alors, on a des données numériques. Hein. Donc, pour ceux qui sont inquiets de ça, la charge électrique ici, que ce soit du proton avec un signe plus ou de l'électron avec un signe moins, c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Le facteur 1 sur 4pi epsilon 0, il a été calculé aussi depuis longtemps. C'est de l'ordre de 9 fois 10 exposant 9 dans ces unités. Et puis, non seulement je joue avec 3 dimensions spatiales, mais en plus, j'ai deux corps. J'ai un électron et j'ai un proton. Et là, vous savez, c'est depuis la physique classique, on remplace généralement ce problème à deux corps par un problème à un seul corps, mais un seul corps qui est fictif. Et dont la masse, alors, va être tout simplement le produit des masses des deux corps divisé par leur somme. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Hein. Parce que, regardez, par rapport à la première équation, je suis passé d'un seul corps à une seule dimension spatiale, à un problème à deux corps dans un espace à 3 dimensions. Boum! Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, les 3 dimensions spatiales, je ne vais pas pouvoir les éviter. Tant pis, elles sont là. Les deux corps, par contre, je peux les remplacer par un seul corps fictif dont la masse sera notée grand M et sera donc définie comme le produit de la masse de l'électron par la masse du proton divisé par la masse de l'électron à laquelle j'ajoute la masse du proton. Alors, on connaît la masse du proton, on connaît la masse de l'électron, on sait que le proton est 1836 fois plus lourd que l'électron, ce qui veut dire que grosso modo, cette masse grand M, elle est à peu près équivalente à la masse de l'électron. Hein. Vous avez un facteur ici de 1836 divisé par 1837, bon, ça c'est fort proche de 1. Et ça va vous donner alors une masse grand M qui sera égale à 9,09 fois 10 exposant moins 31 kg. Là, le problème à deux corps, il est réglé. On le remplace par un seul corps fictif. Très bien. Ce qui n'est pas réglé, ce sont les 3 dimensions spatiales. Je ne vais pas pouvoir m'en passer. Et en plus, regardez le potentiel. Il dépend de quoi? De R. Qu'est-ce que c'est R? C'est la distance entre le proton et l'électron. Ce qui veut dire que mathématiquement parlant, c'est la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Ah bah oui. Alors, R plus les orbites circulaires, tout ça, ça doit me donner un signal d'alarme. Je suis avec une symétrie sphérique. Et qui dit symétrie sphérique dit que je vais devoir jouer avec d'autres coordonnées que les coordonnées x, y et z qui sont des coordonnées cartésiennes. Je vais devoir jouer avec ce qu'on appelle des coordonnées sphériques, forcément, vu la symétrie sphérique du problème. Alors, qu'est-ce que sont ces coordonnées sphériques? Imaginez, vous êtes dans un espace à 3 dimensions. Vous voyez là les 3 axes, il y a l'axe rouge, l'axe vert et l'axe bleu. Vous pouvez très bien repérer un point dans cet espace à 3 dimensions par 3 coordonnées cartésiennes, comme ici sur le dessin 2, 3 et 4. Pourquoi pas? Ça veut dire que x vaut 2, ça veut dire que y vaut 3, ça veut dire que z vaut 4. Mais vous pouvez aussi repérer ce point-là
par 3 autres nombres. Tant que vous en avez 3, c'est bon. Et ces 3 autres nombres vont être un vrai nombre et 2 angles. C'est l'objectif des coordonnées sphériques. Alors, le vrai nombre, ce sera quoi? Ce sera tout simplement la distance entre l'intersection de vos 3 axes et le point en question. C'est ce que je représentais ici avec le segment en noir qui mesure, en l'occurrence, 5,39, dans l'unité évidemment dans laquelle vous êtes en train de jouer. Eh bien ça, ce n'est rien d'autre que le R en question. Imaginez que le proton soit à l'intersection des 3 axes, imaginez que l'électron ce soit le point bleu. Ce qui les distancie, c'est 5,39. Ce n'est pas le cas évidemment pour un atome d'hydrogène, on va voir ce qui les distancie par la suite. Mais ici, bon, imaginez, ce serait comme ça, et je peux calculer alors le 5,39 à partir des données 2, 3 et 4. Comment? Je vous l'ai dit, c'est la racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré. Et ça donne donc 5,39. X, Y, Z doivent être remplacés par un nombre et 2 angles. Le nombre, c'est R, et ici, il vaut 5,39. Reste à envisager les 2 angles. Et bien pour ça, vous allez avoir besoin de ceci. Le premier angle sera tout simplement celui qui sépare le segment noir de l'axe bleu. Et ça, vous voyez bien, on est en train de le mesurer ici sur le dessin, et ce sera un angle de 42,03 degrés. C'est donc l'angle qui sépare le segment noir de l'axe bleu. Premier angle. Deuxième angle, alors là, on sera obligé d'aller dans le plan gris, c'est-à-dire le plan des axes vert et rouge. Imaginez, c'est comme si le point bleu tombait à la verticale sur ce plan-là. Boum, on le fait tomber. Et puis, je vais vous montrer ici une vision de ce plan. Donc ce plan ici que je vous mets, c'est celui de l'axe vert et de l'axe rouge. Et puis, vous tombez à une certaine distance de ces 2 axes, eh bien vous mesurez tout simplement la distance ici entre l'endroit où vous êtes tombé et l'axe des X, qui est ici l'axe vert. Et vous obtenez un angle d'amplitude 56,31 degrés. Et en fait, vous avez remplacé les coordonnées cartésiennes 2, 3 et 4 par la connaissance d'un nombre, R, qui est 5,39, et de 2 angles, θ et φ, qui ont une amplitude respective de 42,03 degrés et 56,31 degrés. C'est exactement pareil de repérer le point bleu par 2, 3 et 4 ou par 5,39, 42,03 degrés et 56,31 degrés. C'est la même chose. Vous le repérez de manière tout à fait précise dans un cas comme dans l'autre. Simplement, en cas de symétrie sphérique, on préfère utiliser R, θ et φ plutôt que X, Y et Z, et on va comprendre pourquoi. Alors, R, bien sûr, c'est un nombre qui doit être strictement positif, dans notre cas présent, puisque c'est la distance qui sépare le proton de l'électron. Il y a des relations qui lient X, Y, Z à R, θ et φ. Parce que c'est bien de pouvoir dire je peux repérer un nombre par R, θ et φ plutôt que par X, Y et Z. C'est encore mieux de pouvoir les calculer l'un à partir de l'autre. Eh bien, vous avez ces relations-ci. Et c'est assez simple à comprendre. X est égal à R sinus θ cosinus phi, Y est égal à R sinus θ sinus phi, et Z est égal à R cosinus θ. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est assez simple à comprendre? Il suffit tout simplement de regarder le dessin que vous avez au-dessus de ces formules-là. Le Z, c'est le plus facile à comprendre. Vous projetez, puisque vous devez aller sur l'axe bleu, vous projetez sur l'axe bleu le segment noir. Le segment noir, il a une longueur de R. Le projeter sur l'axe bleu, c'est multiplier ce R par le cosinus de l'angle qui sépare le segment noir de l'axe bleu. Et ça, par définition, c'est l'angle θ.
ce qui veut dire que z est égal à r cosinus θ. C'est une simple projection du segment noir sur l'axe bleu. Pour x et y, c'est un petit peu plus compliqué. On doit d'abord projeter le segment noir dans le plan qui est formé par l'axe rouge et l'axe vert. Et pour ça, ça demande de multiplier r par sinus θ. Et ensuite, vous devez aller soit sur l'axe vert, et dans ce cas-là, vous multipliez r sinus θ par le cosinus de l'angle qui sépare la projection dans le plan de l'axe vert. Et ça, par définition, ça va nous chercher du cosinus phi, puisque phi est précisément l'angle de 56,31 degrés qui sépare la projection, que vous voyez ici en bleu, par rapport à l'axe vert. Et bien sûr, alors pour y, c'est r sinus θ qui est la projection bleue, multiplié par sinus phi pour aller chercher l'axe rouge, tout simplement. Et ça va vous permettre de passer de x, y, z à r, θ et phi et réciproquement. Je vous engage peut-être à utiliser votre calculette pendant 1 minute et de remplacer r par 5,39, θ par 42,03 degrés, phi par 56,31 degrés. Vous calculez alors ce que vaut r sinus θ cosinus phi. Vous allez voir que ça va vous donner 2. Bon, peut-être pas exactement 2 parce que les amplitudes d'angle ont été évidemment un petit peu simplifiées ici. Même chose pour r sinus θ sinus phi. Vous allez voir que ça va vous donner 3. Et puis, même chose pour r cosinus θ, donc 5,39 fois le cosinus de 42,03 degrés. Et vous allez voir que ça va vous donner grosso modo un 4, en tout cas 4 si vous arrondissez. Donc voilà le changement de variable que nous allons devoir faire. Tout ça à cause du fait que le potentiel dépend de R et pas de x, y et z de façon simple. Le changement de variable, le voilà. X est égal à r sinus θ cosinus phi, y est égal à r sinus θ sinus phi et z est égal à r cosinus θ. Je vais devoir calculer ce que ça implique au niveau des dérivés en calculant les éléments d'une matrice jacobienne. Pour ça, il faut que j'inverse le changement de variable. Alors, c'est assez simple, hein. Calculer x carré, ça fait r carré sinus carré θ cosinus carré phi. Calculer y carré, ça fait r carré sinus carré θ sinus carré phi. Vous ajoutez déjà x carré à y carré. Cosinus carré phi sinus carré phi, ça va se mettre en addition, et donc ça va donner 1. Il vous reste donc r carré sinus carré θ, auquel vous ajoutez z carré, qui vaut r carré cosinus carré θ. Donc de nouveau, comme sinus carré θ plus cosinus carré θ est égal à 1, le tout vous donne r carré. Ce qui signifie r est en positif, que r vaut la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. C'est normal, on s'y attend. C'est la formule de distance entre deux points, un ayant pour coordonnées x, y et z et l'autre ayant pour coordonnées 0, 0, 0. Bon, ça c'est le r. Le θ, comment puis-je l'avoir ? Le θ, c'est tout simplement, regardez la dernière formule, z est égal à r cosinus θ. Donc θ peut être obtenu comme l'arc cosinus de z divisé par r. Donc ici, l'arc cosinus de z divisé par la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Et enfin, le phi divisé y par x, ça veut dire que les r sinus θ vont s'en aller, il va vous rester tangente phi. Donc, pour obtenir le phi, ça va tout simplement être par inversion arc-tangente de y sur x. Donc, voilà comment on inverse ce changement de variable-là. Ça va nous permettre de calculer les changements au niveau des dérivés, puisque la dérivée partielle par rapport à x sera égale à la dérivée de r par rapport à x fois la dérivée partielle par rapport à r, plus la dérivée de θ par rapport à x fois la dérivée par rapport à θ, plus la dérivée de phi par rapport à x fois la dérivée par rapport à phi. Alors, c'est pas trop compliqué à calculer. Je vous ai quand même pas mis tous les détails, sinon ça allait être très très long.
Mais bien sûr que la dérivée de r par rapport à x, c'est la dérivée d'une racine carrée. Ce qui veut dire que ça donne 1 sur 2 fois la racine carrée, multiplié ici par 2x. Donc x sur la racine carrée. Et x sur la racine carrée, ça veut dire que c'est x sur r. Oui, mais x sur r, c'est quoi? C'est sinus θ cosinus phi. Donc, c'est ça que vous avez devant la dérivée partielle par rapport à r. Pourquoi est-ce que j'utilise ça? Parce que je dois uniquement exprimer la dérivée par rapport à x en termes de r, θ et phi. Je ne peux plus avoir de x, je ne peux plus avoir de y. Je vous laisse vérifier tout ça. Il faut avoir évidemment les formules en tête de la dérivée d'un arc cosinus et d'un arc tangente, mais enfin, vous pouvez retrouver ça partout si vous ne vous en souvenez plus. Et puis, vous allez avoir ces résultats-là. Résultat qu'il faut encore, je vais dire un petit peu triturer, un petit peu beaucoup, pour avoir le changement au niveau du Laplacien. Eh oui, parce que cette dérivée par rapport à x, je vais devoir lui appliquer la dérivée par rapport à x. Donc c'est assez long évidemment, parce que ça signifie que vous allez avoir sinus θ cosinus phi dérivé par rapport à r, plus 1 sur r cosinus θ cosinus phi dérivé par rapport à θ, moins 1 sur r sinus θ sinus phi dérivé par rapport à phi, appliqué à lui-même. Donc c'est assez long, on ne va pas se le cacher. Mais ce n'est pas difficile réellement, si on sait dériver, on y arrive. Et on voit alors que la transformation du Laplacien, écrit en coordonnées sphériques, nous donnera la dérivée seconde par rapport à r, plus 1 sur r carré, la dérivée seconde par rapport à θ, plus 1 sur r carré sinus carré θ, la dérivée seconde par rapport à phi, plus 2 sur r dérivée par rapport à r, plus cos θ sur r carré sinus θ, dérivée par rapport à θ. On n'a pas l'impression forcément d'avoir gagné en simplicité. Hein? Et donc, je transforme mon Laplacien et tout est exprimé maintenant en coordonnées sphériques. Donc, ma fonction d'onde sera exprimée en coordonnées sphériques. Mon potentiel l'était déjà, c'est d'ailleurs lui qui m'a obligé à tout exprimer ça en coordonnées sphériques. Et le Laplacien, bien, je viens de le calculer et le voilà. Voilà donc l'équation que je dois résoudre. Waouh! Autant vous dire qu'on a l'impression de devoir gravir un Everest. Hein? Mais heureusement, la théorie de séparation des variables va nous sauver. Je reprends l'équation ici. En quoi va-t-elle nous sauver, cette théorie de séparation des variables? Eh bien, en ceci. Je vais séparer ma fonction d'onde psi qui dépend de r, θ et phi en une partie angulaire qui dépendra donc que de θ et de phi, et cette fonction-là, je vais l'appeler y, et une partie radiale qui ne dépendra donc que de r, et cette fonction-là, je vais l'appeler grand R. Pourquoi fait-on ça? Eh bien, tout simplement pour ceci. Regardez ici, vous avez dans le Laplacien des dérivées par rapport à r. En fait, ce Laplacien-là, il est plus sympa qu'il n'en a l'air. Pourquoi? Parce que vous ne mélangez pas, au niveau des dérivées, les trois variables. Dérivées par rapport à r, il n'y a que des dérivées par rapport à r. Dérivées par rapport à θ, il n'y a que des dérivées par rapport à θ. Dérivées par rapport à phi, de nouveau, ça va pas être associé à une dérivée par rapport à θ ou par rapport à r. Vous n'avez pas ici des dérivées croisées. Et c'est pour ça qu'on fait cette séparation des variables. Et regardez alors, la dérivée par rapport à r ne va forcément agir que sur la fonction grand R. Et là, on est dans un contexte à une variable, ce qui veut dire qu'on perd le caractère partiel au niveau des dérivées, et on a des bêtes dérivées, je dirais. Donc, la dérivée ici, seconde partielle par rapport à R agissant sur psi, ne va en fait agir que sur R, et va se transformer en dérivée, en bête dérivée, dérivée seconde par rapport à R, donc de la fonction grand R. C'est pareil pour le terme 2 sur R dérivé par rapport à R, hein. Ça va se transformer en une bête dérivée. Et puis, vous avez tout ce qui dépend que de R.
Donc, 2m e sur h bar carré, ben, ça c'est une constante, donc je peux mettre ça dans ce qui ne dépend que de r. Le potentiel, il ne dépend que de r, donc je vais le mettre aussi. Et là, bon, tout ça n'agit que sur r. Oui, il y a encore une multiplication par y, mais réellement, y est là pour faire joli à ce moment-là. Et au niveau des angles, eh ben, il vous reste a sur r carré dérivée seconde par rapport à θ, a sur r carré sinus carré θ dérivée seconde par rapport à phi, cosinus θ sur r carré sinus θ dérivée par rapport à θ. Donc, on voit qu'on a un 1 sur r carré qui peut être factorisé. Ça va rejoindre la fonction grand R qui ne dépend que de R. Et puis alors, vous allez avoir la partie angulaire qui n'agit que sur la fonction Y. Et c'est beaucoup plus simple ainsi. Et c'est tellement plus simple que regardez ce que ça va pouvoir me permettre de faire. Je vais dire que tout ce qui se trouve entre parenthèses va être égal à L fois L plus 1 divisé par R carré fois R. Mais alors, il faudra que je dise que tout ce qui se trouve dans l'autre parenthèse va devoir être égal à moins L, L plus 1 fois Y. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que regardez, j'ai ici oublié les dérivés. Et lisez tout simplement l'équation telle qu'elle est devenue. Vous avez du L fois L plus 1 partout, avec un signe plus au-dessus, un signe moins en dessous. Et puis, ça va agir sur la même chose, à savoir le produit de grand R par Y divisé par R carré. Donc, vous avez finalement quelque chose comme 5 moins 5. Et forcément, ça garantit l'égalité à 0. Hein. On va devoir ici voir ce que ça implique de faire apparaître ces LL plus 1, soit grand R divisé par R carré, soit moins Y, au niveau des deux équations. Mais ce qu'on a fait, c'est exploser l'équation en deux équations. Théorie de séparation des variables. Et ce n'est pas tout, je vais également, puisque ça marche si bien, de nouveau séparer θ et phi. Et je vais dire que y de θ et phi, ce sera une fonction p qui ne dépendra que de θ, multipliée par une fonction t qui ne dépendra que de phi. Et c'est pour ça que vous allez avoir alors, ça c'est ma deuxième partie, je n'aurai plus que des dérivées normales, pas des dérivées partielles, parce que ça va chercher soit p, soit t. Et comme p ne dépend que de θ, la dérivée partielle par rapport à θ va devenir une dérivée normale par rapport à θ. Comme t ne dépend que de phi, la dérivée partielle par rapport à phi va devenir une simple dérivée par rapport à phi. Donc là, je vais chercher ici le deuxième cadran et je demande que ce soit égal à moins L fois L plus 1, le tout fois Y, c'est-à-dire fois le produit PT. Oui, mais là aussi, je peux de nouveau séparer ce qui va ne dépendre que de θ et ce qui va ne dépendre que de phi. Regardez, ça nous donne ceci. J'ai un t qui va multiplier quelque chose qui ne dépend que de θ, et puis j'ai un p sur sinus carré θ qui va donner quelque chose qui ne dépend que de phi. Donc, je peux m'amener de nouveau à séparer. Je vais demander que la dérivée seconde de t par rapport à phi soit égale à 1 moins m carré fois t. Je vais demander que la dérivée seconde de p par rapport à θ plus la cotangente de θ fois la dérivée première de p par rapport à θ soit égale à m carré p sur sinus carré θ et moins L fois L plus 1 fois p. Changer, hein? Qu'est-ce que ça va nous donner ça? Ça va nous donner tout simplement que vous allez avoir ici de nouveau quelque chose qui va s'annuler. Et la théorie de séparation des variables vous permet de transformer des équations dérivées partielles qui sont assez dégoûtantes à solutionner en des équations différentielles, tout simplement. Regardez la première équation, hein? Dérivée seconde de t par rapport à phi doit donner moins m carré fois t, où m est un nombre. C'est assez simple, hein? C'est une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant. Ce qui veut dire que, logiquement, vous avez deux solutions, exponentielle de im phi et exponentielle de moins im phi.
Pourquoi je mets uniquement exponentielle de i m phi? Vous allez comprendre d'ici quelques secondes. Alors, par contre, la deuxième équation, elle apparaît un petit peu plus castarde, hein. Les coefficients là sont loin d'être constants, mais ceux qui connaissent un petit peu les polynômes orthogonaux auront reconnu ici l'équation qui régit des polynômes qu'on appelle associés de Legendre. Regardez, je vous ai mis ici un extrait de la page Wikipédia où vous voyez ici l'équation qui va nous donner lieu à ces polynômes-là. Et c'est pour ça, on ne se le cache pas, qu'on a introduit les nombres L et M. Et en plus, ces nombres L et M, dans l'équation de Legendre, ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Le L ne peut prendre que des valeurs entières positives et le M ne peut prendre que des valeurs allant par pas de 1 entre moins L et plus L. Ah ben, ça va évidemment vous rappeler des choses, ça, hein? Théorie du moment angulaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pris que l'exponentielle de plus IM phi. Pourquoi? Parce que si L vaut 1, M vaut moins 1, 0 et 1. Donc le moins M, je veux dire, je l'ai automatiquement, puisque vous avez une symétrie ici autour de 0. Donc exponentielle de moins IM phi ne m'aurait donné aucune information supplémentaire ici, étant donné le domaine de variation ici des M. Bon, ça veut dire que je dois normalement relier ma deuxième équation à l'équation de Legendre. Hein. Regardez, j'ai bien, si vous faites passer le moins L fois L plus 1 P dans le premier membre, j'ai bien le plus L plus 1 fois Y. Vous aurez compris évidemment que le Y n'est rien d'autre que ma fonction P. J'ai bien moins M carré fois Y, donc fois P, mais j'ai un 1 sur moins X carré. 1 moins x carré qui doit être égal à sinus carré θ. Bon, ça veut dire que je dois remplacer x par cosinus θ. Ça. Et de fait, c'est ce que je vais faire. Je vais remplacer x par cosinus θ, ce qui signifiera que j'aurai toujours l'apparition du jacobien, hein, la dérivée par rapport à θ qui sera moins sinus θ dérivée par rapport à x. Et c'est ce qui va vous amener en fait l'égalité entre l'équation que vous voyez et l'équation de Legendre. Ce qui signifie que la solution ici pour ma fonction P, ce sera un polynôme associé de Legendre, mais non pas fonction de x, fonction de cosinus de θ. Et bien sûr, l'équation de Legendre, hein, je vous l'ai dit, fait apparaître naturellement les deux nombres quantiques qui vont intervenir dans la compréhension des couches électroniques. Donc le nombre quantique orbital L avec ses bonnes valeurs 0, 1, 2, 3, etc. Le nombre quantique magnétique M qui vaudra moins L plus 1, moins L plus 2, etc. jusque plus L, ça apparaît naturellement dans la résolution de l'équation de Schrödinger. Nous voilà avec la résolution. La fonction t de phi, c'est une bête exponentielle hein, de im phi. Elle est sympathique. La fonction p, eh bien, je vous ai mis la définition ici. Vous voyez qu'elle est magnifique. Hein, fonction des polynômes associés de Legendre. Donc, vous avez la définition quand m est positif. C'est la première formule. Vous avez la définition ici pour les m négatifs, on va dire. C'est la deuxième formule. Et vous voyez que vous devez chaque fois dériver des polynômes PL qui sont alors des polynômes de Legendre tout court. Et dans la définition vous est donnée ici. Alors, réellement, ça veut dire quoi? Remplacer L par 0. Ça veut dire que vous avez ici au dénominateur 2 exposant 0 fois la factorielle de 0, ça fait 1. Et vous devez dériver 0 fois, tout simplement, x carré moins 1 exposant 0, c'est-à-dire 1. Il vous reste 1. Hein, donc le premier polynôme de Legendre, c'est tout simplement 1. Le deuxième polynôme de Legendre, correspondant donc au choix L égale à 1,
Alors, qu'est-ce que vous avez ici? 2 exposants 1 fois la factorielle de 1, donc ça donne 2, donc vous avez 1 demi. Vous devez dériver une fois x carré moins 1, ce qui donne 2x. Alors, 2x divisé par 2, ça donne x, donc le deuxième polynôme de Legendre, c'est x, etc. Je vous laisse peut-être vérifier le P2, le P3, etc., jusqu'où votre courage vous mènera. Et alors, ça nous donne au niveau des polynômes associés, cette fois-ci, de Legendre, donc ceux qui ne dépendent pas seulement de L, mais de M également, et en fonction de cosinus θ. Le premier correspondant à L égale à 0, M égale à 0 vaudra 1. Je vous laisse vérifier aussi. Le deuxième qui correspondra à L égale à 1, M égale à 1, ce sera moins sinus θ. Pour L égale à 1, M égale à 0, ce sera cosinus θ, et ainsi de suite. Vous pouvez mettre en évidence les polynômes associés de Legendre tels que je les ai mis ici. Alors, on va revenir maintenant à nos fonctions y, qui sont les produits de t par p. Donc, je prends effectivement t, exponentielle de im phi. Je prends p, maintenant que je vais libeller par m et l, puisque je sais que dans l'équation de Legendre, je dois faire intervenir ces deux nombres-là. Ces fonctions de cosinus θ, et vous voyez en plus un facteur qui est un petit peu bizarre ici, mais qui sert à normaliser les fonctions y, qu'on appelle des harmoniques sphériques. Donc, les fonctions y qui sont solutions de la partie angulaire de l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène sont appelées des harmoniques sphériques. Et là aussi, on peut mettre en évidence les premières harmoniques sphériques. Voilà, je l'ai fait pour vous. Donc, en tenant compte du facteur de normalisation, bien sûr. Donc, pour la première valeur de L, nous avons L égale à 0. Et dans ce cas-là, M ne peut prendre que la valeur 0. Remplacer. Vous allez évidemment avoir une exponentielle qui sera absente. Le polynôme associé de Legendre vaudra 1. Donc, en fait, la première harmonique sphérique se réduit tout simplement au facteur de normalisation. Alors, remplacer L par 0, M par 0, il vous restera tout simplement 1 sur 4pi. Et donc, ici, la première harmonique sphérique vaut racine carrée de 1 sur 4pi. Quand L vaut 1 et M vaut 0, vous n'avez pas d'exponentielle. Vous avez par contre le polynôme associé de Legendre P1, 0. Alors P1, 0, c'est du cosinus θ, vous le voyez. Donc. Et puis le facteur de normalisation qui est racine de 3 sur 4pi. Je fais encore les deux suivants. Vous avez L1 et M qui vaut 1. Bon, ça, vous avez l'exponentielle de I phi. Vous avez le polynôme de Legendre, associé de Legendre, qui vaut moins sinus θ. Et puis, vous avez le facteur de normalisation qui vaut racine carrée de 3 sur 8pi, etc. Bien évidemment, pour M qui vaut 1, vous aurez l'exponentielle de moins I phi et compagnie. Voilà donc une partie des solutions de l'équation de Schrödinger associée à l'atome d'hydrogène. Nous n'avons que la partie angulaire ici. Et vous voyez que c'est déjà compliqué. Mais je veux revenir à la capsule 5, où j'avais donc évité, on va dire, la résolution, et vous comprenez maintenant pourquoi, de cette équation de Schrödinger. Je vous avais dit que les nombres quantiques L et M fixaient respectivement la forme et l'orientation des orbitales. On va comprendre pourquoi c'est lié aux représentations graphiques des harmoniques sphériques. Voilà, donc j'ai repris le tableau ici, des harmoniques sphériques, et je les ai représentées pour L égale à 1. Parce que, évidemment, pour L égale à 0, vous avez une constante. Une constante, ça veut dire que pour n'importe quelle valeur de θ et de phi, vous êtes ici avec une constante. Ça, automatiquement, ça va vous donner quoi? Une boule. Une boule de rayon racine de 1 sur 4pi. Et avec les deux angles, vous parcourez la boule. Simplement, ici, vous ne changez pas de distance entre vos points
et le centre de la boule, hein, puisque vous avez une harmonique sphérique qui est constante. Donc on retrouve la boule au niveau de L égale à 0 et M égale à 0. Par contre, pour L égale à 1, vous avez apparition de θ et de φ. Donc là, on n'a plus des boules. On a quoi? On a des choses qu'on ne sait pas représenter. Pourquoi? Parce que regardez, vous avez une exponentielle complexe, exponentielle de i-phi, exponentielle de moins i-phi. C'est ça qui a amené les gens à considérer alors ce qu'on appelle des harmoniques sphériques réelles. Alors, on va garder tout simplement celles qui le sont, hein. Vous voyez que pour L égale à 1, M égale à 0, l'harmonique sphérique est réelle. Donc, on la garde telle qu'elle. Simplement, on va plutôt l'appeler PZ. Donc, ce sera racine de 3 sur 4 pi fois le cosinus de θ. Ça ne change rien du tout. Ce qu'on peut évidemment aussi écrire comme racine de 3 sur 4 pi fois z sur r, hein, passage de coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques. Et puis alors par contre, quand m vaut 1 ou moins 1, là on a des exponentielles complexes. Donc là, il va falloir faire des combinaisons linéaires de ces deux harmoniques sphériques-là pour avoir leur pendant réel. Pour avoir ce qu'on appelle px, on fait la différence entre m est égal à moins 1 et m est égal à 1, et on divise par racine carrée de 2. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va nous donner racine de 3 sur 4 pi sinus θ cosinus phi, autrement dit racine de 3 sur 4 pi x sur r. Ah oui, on a la même chose avec pz, simplement z a fait place à x. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça px et pz respectivement. Et puis, vous imaginez bien que pour py, on va avoir racine de 3 sur 4 pi y divisé par r, c'est-à-dire racine de 3 sur 4 pi sinus θ sinus phi. Et ça, on l'a avec la combinaison linéaire ya-1 plus ya1, le tout multiplié par i sur racine carrée de 2. Donc, ces trois harmoniques sphériques réelles-là, Px, Py, Pz, je peux les représenter. Hein. Oui, certes, ce sera un petit peu casse-pied parce que c'est dans un espace à 3 dimensions, mais Mathematica fait ça à merveille. Et vous voyez que ça nous donne ce qu'on attendait, c'est-à-dire les deux lobes ici. Les deux lobes typiques de L égale à 1. À chaque fois qu'il soit en bleu, en vert ou en orange, vous avez chaque fois deux lobes. Simplement, c'est l'orientation qui change. Eh ben oui, hein, Px selon x, Py selon y et Pz selon z. Bien sûr. Donc ça, évidemment, ça fait appel au M. M qui va donc fixer l'orientation de l'orbitale, tandis que L vous amène les deux lobes, c'est-à-dire la forme de l'orbitale. Autre exemple ici, pour L est égal à 2, vous avez au centre ici toutes les orbitales qui correspondent à L égale à 2. Je vous rappelle qu'il y en a 5, puisque M va varier entre moins 2 et plus 2. Donc moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Ça fait 5 orbitales. Mais elles ont toutes la même forme, avec 4 lobes ici. Alors, 4 lobes qui prennent parfois des aspects un petit peu bizarres. Hein. Vous avez ici, à l'extrême gauche, m égale à 0. À l'extrême droite, vous avez m égale à 2. Et puis au centre, donc vous avez toutes les possibilités de m. Donc vous avez chaque fois 4 lobes, et 4 lobes qui prennent tout simplement des orientations différentes. Hein. Regardez un petit peu les couleurs ici. Alors en rouge, vous voyez par exemple, hein, donc vous allez avoir 4 lobes aussi, sauf que un est caché. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. Vous avez déjà ici les deux nombres quantiques qui fixent la forme et l'orientation de vos orbitales. Et ces deux nombres quantiques-là viennent naturellement de la résolution de la partie angulaire de l'équation de Schrödinger en l'associant, en la reconnaissant comme étant un exponentiel de IM-phi près, l'équation qui régit les polynômes associés de Legendre. Et dans les polynômes associés de Legendre, vous avez l'apparition de ces deux nombres-là, L et M. Alors, on va revenir à notre point de départ, toujours l'équation de Schrödinger, sauf que maintenant, la partie angulaire, elle est résolue. Elle ne nous pose plus de soucis.
Et on va pouvoir la remplacer donc par ce qu'on a mis et ne plus avoir qu'une seule équation différentielle, cette fois-ci, qui porte sur une seule fonction qui ne dépend que de r. Donc logiquement, ça devrait aller. Sauf que cette équation-là n'est pas simple. Hein, si vous revenez à votre théorie des équations différentielles, vous n'allez pas reconnaître tout de suite une équation qui va vous dire « Ah, bon sang, c'est bien sûr, la solution est… » Eh bien non, on en est même loin. On va devoir faire quelques petites astuces mathématiques. Et les voilà. Alors, on va devoir d'abord passer d'une fonction r à une fonction qui seront reliées tout simplement par le fait que grand R, ce sera qui divisé par petit r. Ensuite, on va devoir faire un changement de variable. Ne plus considérer R, mais Y, c'est tout simplement pour, je vais dire, laver l'équation différentielle, pour la rendre plus simple. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je peux vous assurer que ça va la rendre plus simple. Alors, on va faire les calculs, hein, vous allez le voir. Donc, Y est défini comme m carré divisé par 2pi epsilon 0 h bar carré n. Ou, ce n, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, vous allez comprendre ce que c'est. En fait, ce n, alors la plupart des auteurs qui vont vous parler de l'atome d'hydrogène, résolution de l'équation de Schrödinger associée à l'atome d'hydrogène, ne vont pas définir le y comme ça. Mais ils vont vous dire à un moment donné, on a une solution qui apparaît comme un développement en série, mais sauf que le développement à l'infini là va nous assurer qu'il y a beaucoup plus de probabilité que l'électron soit très très éloigné du proton, ce qui pour un atome serait quand même un petit peu gênant. Et donc, on va devoir couper la fonction, le développement en série à un moment donné pour en faire un polynôme. Eh bien, quand je définis mon y comme ça, je vous évite cette partie-là. Automatiquement, ça va donner un polynôme. Voilà. Donc, y est défini pour que la fonction finale, qui s'appellera lambda, soit un polynôme. Et ça va nous aider tout de suite. Alors, ça va demander ici de reconnaître le E, l'énergie, comme moins m4 sur 32 pi carré epsilon 0 h bar carré n carré, ou ça me donne déjà les valeurs de l'énergie, ça. Hein. Et oui, et on va en discuter beaucoup plus en détail. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, je vous ai dit, hein, prenez du dafalgan avant de commencer. La fonction qui va être définie à une fonction lambda qui restera mon inconnu, mais qui va être un polynôme, à une exponentielle de moins 1 demi y près fois y exposant L plus 1. Alors voilà réellement tous les détails. Enfin, tous les détails, je m'entends. Je vous ai mis les phases principales. Je pars de mon équation de départ. Hein. Je change R en qui divisé par R. Ça, grosso modo, pourquoi est-ce que ça a été fait? Pour m'enlever la simple dérivée de grand R par rapport à R. Vous voyez, il y a une dérivée première là. Hop, le 1 sur R me permet de l'enlever. Ce qui veut dire qu'il me reste une dérivée seconde, il me reste le deuxième sur h bar carré fois E plus E carré sur 4 pi epsilon 0 R, et il me reste moins L fois L plus 1 divisé par R carré. Alors, comme deuxième sur h bar carré, E carré sur 4 pi epsilon 0, tout ça est très lourd, je vous ai dit, je vais nettoyer mon équation en passant de R à Y, qui va être définie comme vous le voyez, et automatiquement, j'aurai un E qui va être assez compliqué, et je vais alors le simplifier automatiquement en le posant égal à moins ME4 sur 32 pi carré epsilon 0 carré h bar carré n carré. Et vous voyez, ça va me donner une petite équation qui est toute gentille. Donc, cette étape-là de poser y égale à fois r et de poser e égale à hein, je ne vais pas le répéter ici, c'est juste pour nettoyer mon équation, qui maintenant va être en fait une équation qui va toujours porter sur qui, mais qui sera plus simple, visuellement en tout cas,
vous allez avoir une dérivée seconde par rapport à y, vous allez avoir moins un quart, vous allez avoir plus n sur y et moins L fois L plus 1 sur y carré. Et enfin, nous allons nous simplifier la vie en enlevant tout ce qui est en L fois L plus 1, en introduisant l'exponentielle de moins 1 demi y et y exposant L plus 1. Alors le y exposant L plus 1 va m'enlever le L plus 1 divisé par y carré, et exponentielle de moins 1 demi y va m'enlever le moins 1 quart. Et je vais obtenir l'équation que vous voyez là en dernier lieu. Faites le calcul sur le côté, hein. Ce n'est pas compliqué, il s'agit juste de savoir dériver. Alors c'est long, on ne va pas se le cacher, c'est assez lourd, mais ce n'est pas compliqué. Et en tout cas, vous devez obtenir l'équation que vous voyez en dernier lieu. Alors, pourquoi est-ce que ça me ravit? Eh bien, parce que c'est une équation qui est connue. Eh bien oui. Voilà l'équation qui est connue. Regardez, ça y ressemble quand même pas mal, hein? Donc, vous avez bien y fois la dérivée seconde par rapport à y carré. Vous avez un nombre moins y fois la dérivée première. Alors, le nombre, normalement, ici, dans l'équation des matheux, c'est P. Et dans mon équation à moi, c'est 2L plus 1. Et puis alors, vous avez un nombre Q dans l'équation des matheux, qui sera dans mon équation à moi, N moins L moins 1. Eh bien ça, c'est l'équation qui régit encore des polynômes, hein, toute cette théorie des polynômes orthogonaux, mais cette fois-ci, ce sont des polynômes de Laguerre. On avait le gendre, on a Laguerre. Et oui, c'est assez compliqué. Et en plus, ce sont des polynômes associés de Laguerre. Alors, voilà leur définition, hein. Avec un Q tout seul, ce sont les polynômes de Laguerre. Donc, vous voyez, exponentielle de y divisé par factoriel de y fois la dérivée qm d'exponentielle de moins y exposant q. Et puis, vous avez les polynômes associés de Laguerre qui font intervenir un deuxième nombre p. Et en tout cas, ben, ça fixe quelque chose, ça fixe le L par rapport à N. Eh ben oui, parce que ici, L, donc on sait qu'il peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, etc. Ça vient de la partie angulaire. On n'avait pas de limite. Et maintenant, on en a une à cause de la partie radiale. Parce qu'on nous dit que le L ne peut valoir au maximum que N-1. Pourquoi? Parce que remplacer L par N-1, vous allez avoir tout simplement N-L-1 qui va pouvoir avoir une valeur minimale de 0. Et ça, c'est demandé par l'équation de Laguerre. On n'a pas le choix. Ça nous fixe, de nouveau, rappelez-vous ce qu'on a vu dans la capsule précédente, la capsule 5, qui évitait toutes les maths. On avait peut-être noté ici cette valeur maximale de L qui tombait un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Eh bien, ça vient tout simplement de l'équation de Laguerre. Et oui, et l'équation de Laguerre, ce n'est rien d'autre qu'après toute cette promenade mathématique de changement de variables, de changement de fonctions, etc., ce n'est rien d'autre que la partie radiale de l'équation de Schrödinger liée à l'atome d'hydrogène. Alors voilà, on est arrivé au bout. Après bien des péripéties mathématiques, nous voilà avec la solution de l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène. Nous avons les fonctions d'onde avec la partie angulaire, exponentielle de IM phi PML cosinus θ. Donc PML, je vous rappelle, ce sont les polynômes associés de Legendre. Et puis, vous avez la partie radiale, où quand je reviens ici aux variables d'origine, je vais avoir l'exponentielle de moins m carré sur 4 pi epsilon 0 h bar carré nr fois r exposant L, fois le polynôme associé de Laguerre, qui est libellé par 2L plus 1 et N moins L moins 1, avec comme argument m carré sur 2 pi epsilon 0 h bar carré N, le tout fois R. Voilà. Et n'oubliez pas que dans toutes mes péripéties mathématiques, j'ai dû fixer le spectre d'énergie comme étant égal à moins m4 sur 32 pi carré epsilon 0 carré h bar carré N carré. Nous sommes arrivés au bout. Là maintenant, on va pouvoir interpréter ces solutions-là
mais nous sommes arrivés au bout. Donc vous voyez que ce n'est pas si simple que ça, et pourtant c'est une des résolutions les plus simples de l'équation de Schrödinger, qui peut vraiment être très ennuyeuse à résoudre. Hein. Vraiment, il faut être très clair là-dessus. Ce n'est pas forcément un cadeau, cette équation. Mais voilà, là, ici, on y arrive. On fait appel quand même à pas mal de choses. Hein. Il y a des polynômes orthogonaux là, de Legendre et de Laguerre que vous avez. C'est peut-être pas toujours évident à trouver, mais on l'a, c'est fini, on a les solutions. Les voilà. Alors maintenant, je vais un petit peu parler quand même des énergies qu'on a trouvées. D'abord, elles sont négatives. Est-ce que c'est étonnant? Ben non. Non, système stable, l'atome ne doit pas exploser et aller dans tous les coins. Non, donc on sait que l'électron doit quand même être relativement proche du proton. Donc on a un système relativement stable et automatiquement ça amène des énergies négatives ici et des énergies discrètes. Énergie discrète à cause de l'apparition du n carré. Vous avez ici entouré en vert un facteur constant. On va d'ailleurs calculer très vite. Il suffit de remplacer. Grand M, ça vaut 9,09 fois 10 exposant moins 31. E, c'est 1,6 10 exposant moins 19. Bon, pi, on sait ce que c'est. 1 sur 4 pi epsilon 0, on sait aussi ce que c'est 8,988 fois 10 exposant 9. Et le h bar, constante de Dirac, on sait aussi ce que c'est 1,05 fois 10 exposant moins 34. Remplacer toutes ces données numériques-là dans ce qui a été entouré en vert, et vous allez obtenir en électronvolts, donc un électronvolt c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules, vous allez obtenir 13,6. Donc nous voilà avec le spectre d'énergie de l'atome d'hydrogène. Moins 13,6 divisé par n carré en électronvolts. Et ça, c'est assez magnifique parce que ça correspond à ce que Niels Bohr avait soit postulé, soit constaté expérimentalement, mais il n'y avait pas d'explication théorique. Voilà donc une confirmation théorique magistrale. Nous avons donc un spectre discret avec différentes valeurs. Donc, remplacer n par 1, qui est la première valeur permise, on a moins 13,6. Remplacer n par 2, qui est la deuxième valeur permise, on va diviser 13,6 par 4 et on aura moins 3,4, deuxième niveau d'énergie. On va l'appeler le premier état excité. Donc, l'état fondamental, moins 13,6, premier état excité, moins 3,4. Deuxième état excité, on divise moins 13,6 par 9, puisque 9, 3 au carré. Et on aura moins 1,5 en électronvolts. Troisième état excité, on va diviser moins 13,6 par 4 au carré, donc par 16, pour obtenir moins 0,85 en électronvolts. Et ainsi de suite, vous avez chaque fois des valeurs de l'énergie qui vont bien sûr rester négatives, donc en dessous de la valeur 0, que vous voyez en rouge ici sur le graphique, mais qui vont s'en rapprocher de plus en plus, tout en étant de plus en plus rapprochés également. Et ce n'est pas tout. Grâce à ça, on a pu confirmer aussi une formule qu'on appelle la formule de Rydberg. Alors, qui nous donne quoi? Qui nous donne tout simplement ici une longueur d'onde. Alors, je vous explique la formule et puis je vous explique aussi ce qu'elle traduit. Donc, vous avez l'inverse de la longueur d'onde ici par équation de Max Planck. Revenez à la deuxième capsule si ça n'est plus clair pour vous. C'est tout simplement ici l'énergie divisée par hc, où h c'est la constante de Max Planck et c'est la vitesse de la lumière. Pourquoi est-ce que j'ai une différence d'énergie ici? Eh bien tout simplement parce que votre électron, il ne va pas pouvoir être partout. Il va admettre certaines valeurs de l'énergie uniquement, spectre discret, moins 13,6, moins 3,4, moins 1,5.
il va pas pouvoir être en -5, par exemple. Il va pas pouvoir être en -8. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont interdites. Il doit passer d'un niveau à l'autre. Et pour passer d'un niveau à l'autre, tout simplement, alors, soit il passe d'une énergie plus basse à une énergie plus élevée, soit il passe d'une énergie plus élevée à une énergie plus basse. S'il passe d'une énergie plus basse à une énergie plus élevée, il va le faire en absorbant un photon. Et la différence d'énergie sera l'énergie du photon. Même chose en passant d'une énergie élevée à une énergie plus basse. Là, il ne va pas absorber le photon, il va l'émettre. Et nous aurons de nouveau affaire à une différence d'énergie. En fait, la différence d'énergie pour l'électron va être équivalente à l'énergie de votre photon. Et c'est pour ça que vous avez ici la longueur d'onde de votre photon par rapport à une différence d'énergie de votre électron. C'est l'explication de la formule. Donc, lambda ici, c'est la longueur d'onde de votre photon. Vous allez devoir la calculer. Et vous allez la calculer avec les sauts de l'électron, soit vers le haut, soit vers le bas. Et ici, on va passer du haut vers le bas. Donc, en fait, vous passez d'une énergie haute, qui est l'énergie finale, à une énergie basse, qui est l'énergie initiale. Et ça, vous allez émettre un photon, dont vous allez calculer la longueur d'onde. Bon, alors maintenant, cette différence d'énergie là entre l'énergie finale EF et l'énergie initiale I, j'ai la valeur de l'énergie, j'ai la formule de l'énergie. Donc, je vais utiliser ça. Je vais évidemment avoir le facteur envers, la M4 32 pi carré epsilon 0 carré h bar carré. Je vais m'enlever les pi carrés en passant de h bar à h. Et en plus, ça m'intéresse puisque j'ai un simple h. Donc, je vous rappelle ici que h bar, c'est h divisé par 2pi. Donc ici, je vais avoir h carré divisé par 4 pi carré. Ce qui veut dire que 4 pi carrés vont se simplifier avec 32 pi carrés pour me donner un simple 8. Vous avez alors h carré qui apparaît, mais ça devient h cube puisque vous avez le facteur hc ici de par la formule de Max Planck. Et bien sûr, le tout est divisé aussi par c. Et puis, vous avez ce qui vous reste, c'est-à-dire moins 1 sur n carré, une fois que vous avez enlevé le facteur vert. Et moins 1 sur n carré, le moins 1 est absorbé en permutant ce qui est initial avec ce qui est final. Et puis, vous avez simplement 1 sur ni carré moins 1 sur nf carré. Ça, c'est la formule de Rydberg. Et ce que vous voyez ici, le facteur constant que vous voyez maintenant entouré en orange, s'appelle la constante de Rydberg. Et on peut la calculer de nouveau. Je vous renvoie à une slide précédente où les valeurs de M, E, epsilon 0, H et C sont connues. Et on peut calculer donc la constante de Rydberg qui nous donne 10 973 730 en inversion de mètre, tout simplement. Alors avec ça, on va pouvoir calculer les différentes longueurs d'onde des différents photons émis par le saut ici de l'électron en passant d'une énergie plus élevée à une énergie plus basse. C'est assez simple en fait. Voilà, vous pouvez faire un petit tableau. Donc si vous passez du niveau 2 au niveau 1, alors, ça veut dire quoi ça? Je passe de l'énergie moins 3,4 à l'énergie moins 13,6, du premier état excité à l'état fondamental. Remplacez NF par 2, remplacez NI par 1, multipliez le tout par 10 973 730 et vous allez obtenir, faites le calcul à la calculatrice, c'est assez simple à faire, vous allez obtenir une longueur d'onde de 122 nanomètres. On peut continuer, si je passe du deuxième état excité à l'état fondamental, ça veut dire que je remplace NF par 3 et NI par 1, et j'aurai une longueur d'onde de 103 nanomètres.
Si je passe du troisième état excité à l'état fondamental, donc NF égale à 4 et NI vaut 1, j'aurai une longueur d'onde de 97 nanomètres. Même chose pour passer du quatrième état excité, NF égale à 5, à l'état fondamental, NI égale à 1, j'aurai une longueur d'onde de 95 nanomètres. Et bien ça, on renvoie ici à cette petite image, cette série de longueurs d'onde, 122, 103, 97, 95 ici, font partie d'une série qu'on appelle la série de Lyman, qui est dans les ultraviolets, c'est-à-dire une longueur d'onde inférieure à 380 nanomètres. Et vous avez uniquement certaines valeurs. Vous passez de 122 à 103. 110 par exemple, c'est interdit. Donc de nouveau, vous avez le caractère discret qui apparaît. C'est normal puisque vous avez un spectre d'énergie discret. Bohr l'a bien compris, hein, qu'il fallait lier les deux. Il fallait lier le spectre discret de Max Planck au spectre discret vu lors de l'émission d'un élément chimique. Il fallait lier les deux. C'est pour ça qu'on a utilisé l'équation de Schrödinger pour pouvoir lier les deux. Alors, est-ce que ça se répète pour passer d'un état excité à un état moins excité? Ben oui, si vous avez NF égale à 3, NI égale à 2, vous obtenez une longueur d'onde de 656 nanomètres. Pour passer de 4 à 2, 86 nanomètres. Pour passer de 5 à 2, 434 nanomètres. Ben ça, c'est une autre série de longueurs d'onde qu'on appelle la série de Balmer. Voilà, tout simplement. Et la série de Balmer, ben, tout simplement, ça va nous donner alors ce qui est visible. Ce sont les lumières visibles. Vous avez ici essentiellement du bleu et du rouge. Est-ce que ça va de nouveau se concrétiser? Si je passe d'un état excité strictement supérieur à 3 à l'état excité n est égal à 3, bah oui, là, de nouveau, je vais avoir une série de longueurs d'onde, 1875, 1281, qui là est plus dans l'infrarouge, mais c'est une série de nouveau connue, hein, c'est la série de Paschen, etc. Alors, hein, vous pouvez évidemment passer de NF strictement supérieur à 4 à NI égale à 4 et vous allez avoir la série de brackets, etc. Ce qui signifie que non seulement vous avez les valeurs de l'énergie qui sont quantifiées, qui sont discrètes, qui ont des valeurs qui ont été repérées par Bohr avec le moins 13,6 et puis moins 3,4, moins 1,5, etc. Mais vous avez également le spectre d'émission. Et vous voyez ici par rapport à l'hydrogène, hein, vous avez les autres éléments dont je vais un petit peu parler. Donc essentiellement, je vous ai dit, vous avez du bleu et du rouge ici, c'est ce qui se passe. Vous avez un peu de violet aussi. Ça, c'est lié donc aux longueurs d'onde du spectre visible, série de Balmer, donc 656, 486, 434 nanomètres. Et manifestement, donc, vous n'avez que certaines raies qui sont possibles. Il ne s'agit pas d'avoir un spectre continu ici. L'énergie discrète, le spectre discret d'énergie, vous a induit par la formule de Rydberg, vous a induit tout simplement un spectre discret au niveau des longueurs d'onde. Certaines longueurs d'onde vont apparaître uniquement et pas d'autres. Et c'est pour ça que dans ce qui est visible en tout cas, donc nous sommes dans la série de Balmer ici, vous avez privilégié certaines raies, une rouge, plusieurs bleu mauve ici, mais vous n'avez pas de verte, vous n'avez pas de jaune, vous n'avez pas d'orange, qui vont se retrouver dans l'hélium, le néon, le sodium, etc. En fait, chaque élément a son code barre, a son émission typique. C'est un spectre de raies qui est unique en fonction de la composition du noyau, en fait. Et donc, vous pouvez identifier les éléments, c'est ce qu'on fait en cosmologie, hein, comment peut-on identifier les éléments qui composent tel corps astral ou pas?
Tout simplement par ces spectres d'émission-là. On sait exactement qu'il va y avoir de l'hydrogène, de l'hélium, du néon, du sodium et autre chose. Et tout ça donc est expliqué parfaitement par l'équation de Schrödinger. Alors, je termine ici par les fonctions d'onde. On sait qu'il y a une partie angulaire qui dépend de θ et de φ et qui va faire apparaître les nombres quantiques m et l avec les valeurs, dixit l'équation de Legendre, avec les valeurs attendues pour expliquer la configuration électronique. Nous avons également une partie radiale qui, elle, n'est libellée que par n et l. Vous voyez, il n'y a pas de m là. Et de nouveau, l'équation de Laguerre là va nous permettre d'expliquer cette configuration électronique. Donc c'est assez remarquable l'accord entre des équations purement mathématiques et finalement ce qu'on observe réellement du point de vue physique. Pour simplifier un petit peu, je vais vous faire apparaître ce qu'on appelle le rayon de Bohr. Alors, le rayon de Bohr, c'est quoi? C'est tout simplement la distance entre l'électron et le proton. Et c'est défini comme ceci, 4pi epsilon 0 h bar carré sur m carré. Ce qui veut dire que ça va nous permettre d'écrire la partie radiale de façon plus simple. Voilà. C'est écrit de façon nettement plus simple comme ça. Et on peut calculer, bien sûr, ce que vaut ce rayon de Bohr-là. C'est 0,053 nanomètres. Enfin bon, ça ne nous intéresse pas trop pour le moment. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la forme de cette partie radiale. Maintenant que c'est écrit de manière un petit peu plus simple, on va dire, voilà ce que ça donne. Je peux définir une nouvelle variable comme étant R divisé par A0, divisé par ce rayon de Bohr. Et vous voyez que je vais avoir des parties radiales qui sont égales à ceci. Pour n égale à 1, ça veut dire que je ne peux avoir que L qui vaut 0. Rappelez-vous, L s'arrête à n-1. Alors, si n vaut 1 et L vaut 0, ça veut dire que nous n'avons pas de R exposant L. Nous avons juste ici l'exponentielle qui apparaît. Donc, qui vaut évidemment pour n égale à 1 exponentielle de moins x. Le polynôme associé de Laguerre, lui, est égal à 1. Donc, c'est simplement l'exponentielle de moins x. Pour n égale à 2, ça veut dire que L va pouvoir prendre les valeurs 0 et 1. Donc, ça, pour L égale à 1, de nouveau, je n'ai pas d'apparition du polynôme associé de Laguerre. Il est égal à 1. Par contre, j'ai du R exposant 1. Donc, x exposant 1 ici, ce qui me donne exponentielle de moins x demi fois x. Et puis, pour L égale à 0, là, je n'ai pas de R exposant L, mais par contre, j'ai un polynôme associé de Laguerre qui est égal à 2 moins x, etc. Vous pouvez de nouveau vous amuser à faire les calculs avec les polynômes associés de Laguerre que je vous ai donnés dans une slide précédente. Et vous allez avoir ainsi les premières parties radiales, je vais dire, associées à cet atome d'hydrogène. Alors, pourquoi je fais ça? Surtout pour avoir leur graphique. Voilà, donc j'ai fait un petit programme Mathematica ici, évidemment tout stupide, pour avoir les différents graphiques de ces différentes fonctions-là. Donc vous voyez en bleu ici, exponentielle de moins x. Attention, c'est la toute petite partie bleue ici. Donc évidemment, une exponentielle décroissante. Vous avez un autre bleu pour n égale à 3 et L égale à 1. Et vous remarquez plusieurs choses avec ces graphiques-là. Alors, vraiment plusieurs choses. D'abord, certains ont des zéros. Vous voyez qu'il y a certains graphiques qui passent ici l'axe des x. Et en fait, ce nombre de zéros-là, on sait le calculer. Il est égal à n moins L moins 1. Regardez, pour n égale à 1, L égale à 0. Donc, n moins L moins 1 vaut 0. Je n'ai effectivement pas de 0 de ma partie radiale, ce qu'on appelle des nœuds. Pour n égale à 2, L égale à 0, n moins L moins 1 vaut 1, et j'ai effectivement un nœud, puisque ce nœud correspondant à l'annulation du polynôme 2 moins x. Pour n qui vaut 2, L qui vaut 1, je n'ai pas de nœud,
parce que rappelez-vous que x, x c'est r, hein, grosso modo, et il doit être strictement positif, donc ça ne peut pas s'annuler. Pour n égale à 3, l égale à 0, j'ai un polynôme de degré 2 et il a 2 zéros. Donc j'ai 2 nœuds. Et ainsi de suite. Ça va être lié en fait aux densités de probabilité qu'on observe avec les nœuds. Donc vous voyez, j'ai pris ici des orbitales qui sont 1s, 2s et 3s, autrement dit des boules, hein, puisque s, ça veut dire que L vaut 0. 1, 2, 3, ça c'est lié au nombre n, je vous le rappelle, et le nombre L fixe la taille de l'orbitale grâce à sa densité de probabilité. Hein, il y a des probabilités de trouver l'électron plus éloigné ici du proton pour n égale à 3 que pour n est égal à 1. Et puis vous avez ce qu'on appelle les nœuds là, qui correspondent en fait à une probabilité nulle pour l'électron de se trouver dans ces régions-là. Pourquoi probabilité nulle? Parce que votre partie radiale s'annule, ce sont les zéros de la partie radiale. Ce qui veut dire que votre psi, votre fonction d'onde, s'annule aussi. Et la probabilité de présence, c'est tout simplement le module de psi au carré. Donc le module de 0 au carré, c'est 0. Donc vous n'avez aucune probabilité de trouver votre électron là. Et vous avez un nœud pour l'orbital de S, 0 nœud pour l'orbital 1s, hein, orbital 1s qui correspond donc à l'exponentielle de moins x au niveau de sa partie radiale. L'orbital 2s correspond à n égale à 2, l égale à 0. Donc là, vous avez un nœud correspondant à x est égal à 2. L'orbital 3s correspond à n égale à 3, l qui vaut 0. Donc vous avez le polynôme x carré moins 9x plus 27 demi qui a 2 nœuds. Vous le voyez ici en blanc, il n'y a aucune probabilité que l'électron se trouve effectivement dans ces régions-là. Et justement, en parlant de probabilité, donc bien sûr, quand la partie radiale s'annule, ça veut dire que la probabilité de trouver l'électron sera nulle aussi. Mais regardez comment elle se comporte ici. Quand vous avez R qui tend vers 0, en fait, vous avez un petit peu n'importe quoi comme comportement. Il y a parfois des parties radiales qui filent bien haut, là, qui atteignent leur valeur maximale, mais vous avez aussi des parties radiales qui s'annulent. Pour R égale à 0, regardez, pour N égale à 2, L égale à 1, par exemple, ça s'annule. Hein? Pour N égale à 3, L égale à 2, ça s'annule aussi. Donc là, la probabilité est nulle. Ce qui signifie, au niveau de la probabilité de présence de l'électron, qu'il peut être au centre du proton ou non. Ça dépend en fait de la valeur de vos L, tout simplement. Par contre, plus R augmente, et regardez ici le graphique, et toutes les parties radiales tendent vers 0. Ce qui signifie que plus je vais m'éloigner du proton, et moins grande sera la probabilité de trouver mon électron, voire probabilité nulle. Hein? Soyons clairs, plus R va devenir grand et plus la probabilité va tendre vers 0. Donc ça, c'est déjà assez amusant. Donc, quand R augmente, mais quand L augmente également. Donc, vous voyez, on a, je vais dire, que ce soit tant au niveau du spectre d'énergie qu'au niveau des fonctions d'onde, on a un accord parfait entre ce qui avait été prévu par Bohr dans un premier temps, par Sommerfeld dans un deuxième temps, avec ses orbitales. On a un accord donc exceptionnellement bon entre l'atome d'hydrogène vu par l'équation de Schrödinger, même si la résolution est un petit peu compliquée et un petit peu longue surtout, et ce qui avait été prévu de par l'expérience ou de par postulat par Bohr et Sommerfeld. On a un accord qui est parfait? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il nous manque une chose. Et oui. Et là, je vais terminer donc cette capsule par ça. Regardez, on a ce qu'on appelle une dégénérescence.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dégénérescence? C'est le fait, en fait, que vous ayez une partie radiale qui va être la même pour une partie angulaire différente. Et ça, c'est lié à l'absence de M dans la partie radiale. Donc, vous voyez, si L vaut 1, par exemple, vous allez avoir 3 parties angulaires différentes qui vont correspondre à M est égal à -1, 0 et +1. Mais la partie radiale, elle sera la même. Et ça, c'est ce qu'on appelle une dégénérescence. Très bien. Et une dégénérescence, en fait, d'ordre n carré. On peut l'expliquer. Hein, on peut l'expliquer ici, cette dégénérescence d'ordre n carré. Alors, il suffit de prendre tout simplement quelques petits exemples particuliers pour s'en convaincre. Mais cette dégénérescence d'ordre n carré, en fait, dans la vraie vie, elle doit être multipliée par 2. Normalement, de ce que vous observez expérimentalement, vous devriez avoir, pour expliquer vraiment toute la configuration électronique, une dégénérescence de 2n carré. D'où vient ce facteur 2? Du spin. Je vous renvoie à la capsule sur le spin. Le spin peut être dans 2 états, up et down. Et c'est ça qui va donner le facteur 2 manquant. Or, l'équation de Schrödinger, elle a toutes les qualités du monde, sauf plus d'une quand même, mais je vais y revenir. Mais en tout cas, sauf une qui crève les yeux à ce moment-là, absence du spin. Il n'y a pas de spin dans l'équation de Schrödinger. Autre défaut de l'équation de Schrödinger, elle n'est pas relativiste. Mais je n'ai pas parlé de relativité pour le moment. Donc, on va devoir mettre tout ça en ordre. Jusqu'à présent, il y a eu un accord parfait, quasi parfait. C'est assez exceptionnel qu'une équation qui a été postulée finalement, elle n'a pas été démontrée, elle a été postulée, corresponde si bien à ce qu'on observe du point de vue expérimental. Mais il y a ce problème de l'absence de spin, mais il y a ce problème que l'équation de Schrödinger n'est pas relativiste. Et ces deux problèmes-là vont mener Dirac à proposer son équation. Ce sera l'objet de la capsule suivante. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Désolée que ça a été si calculoïde. Maintenant, les étudiants qui doivent voir ça, peut-être que cette capsule les aura aidés. Je n'en sais rien, je l'espère. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine capsule, équation Dirac.